Salut à toutes et à tous, ça y est, je viens de regarder l'épisode 3, j'ai regardé 2 fois d'affilée. Une fois en VF, une fois en VOST. Ah, qu'est-ce que c'était un kiff. Qu'est-ce que c'était un régal. Ça va faire parler cet épisode, à mon avis. Il va y avoir des polémiques sur cet épisode par rapport à ce qui se passe dans la dernière partie de l'épisode. Un épisode que j'ai bien évidemment beaucoup aimé. Vous avez mon avis sur les 2 premiers. Ça va être une vidéo 100% spoilers et donc je rentre direct dans le vif du sujet. On a la troisième sœur qui nous confirme apparemment la mort du grand inquisiteur puisqu'elle va s'adresser à Vador. Vador apparemment sait donc que le grand inquisiteur serait mort. Alors c'est les informations qu'il a eues. Est-ce qu'il a eu une confirmation de la part d'autres inquisiteurs que la troisième sœur? Toujours est-il que le grand inquisiteur apparemment aurait été assassiné. Voilà, on nous parle du meurtre du grand inquisiteur. Donc, on commence avec quelque chose qui risque de fâcher les fans des séries d'animation, notamment Star Wars Rebels, puisque Star Wars Rebels étant canon dans l'univers, c'est-à-dire officiel, et dans Star Wars Rebels, il n'est pas mort. Enfin, il ne meurt pas de la main de la troisième sœur. Il meurt dans son combat contre Kanan Jarrus. Donc, est-ce que réellement c'est une incohérence ou est-ce que c'est une supposée mort et ensuite on va voir le personnage qui, vers la fin de la série, n'est pas mort, ça va se retourner contre la troisième sœur. En tout cas, voilà, on commence le début avec la confirmation du meurtre du grand inquisiteur, ce qui moi personnellement ne me gêne pas vraiment puisque je n'ai pas vu Star Wars Rebels, mais ça peut gêner les fans et ça je le comprends totalement. Et il va y avoir une autre incohérence apparente et on y reviendra. Alors, ce que j'ai énormément aimé, parce qu'il y a rien que j'ai vraiment détesté, il y a toujours ce personnage de la troisième sœur que je trouve très agaçante de par son ambition, je la trouve arrogante, j'aime pas du tout, j'aime pas l'interprétation, j'aime pas le personnage, j'espérais qu'on le voit moins, mais à mon avis on va la voir jusqu'au bout, donc il va falloir que je m'y habitue, en même temps il reste que 3 épisodes, donc c'est peut-être le défaut d'Obi-Wan Kenobi qui est que 6 épisodes pour cette mini-série. Enfin, mini-série, j'y reviendrai en fin d'épisode. Enfin, ouais, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est la petite actrice Vivian Lyra Blair qui fait Leia. Et je me disais la dernière fois, j'avais déjà vu cette jeune actrice et elle jouait dans le dernier en date de Robert Rodriguez, C'est nous les héros, dont j'avais fait la critique sur la chaîne, qui est une des vidéos qui a le mieux marché. J'avais adoré ce film. C'était l'anti The Boys, comme j'avais marqué dans la miniature. C'était un film de super-héros, tout ce qu'il y a de plus enfantin, tout ce qu'il y a d'absolument pas cynique, et elle jouait, je crois qu'elle jouait le rôle principal, cette petite, et je l'avais trouvée déjà très attachante. Je la trouve très bien en petite Leia. Je sais que certains l'ont trouvée agaçante, c'est absolument pas mon cas. Je la trouve très attachante. Elle a toute la personnalité de Carrie Fisher dans l'épisode 4, et même dans la trilogie originale. C'est-à-dire qu'elle peut être têtue parfois, elle prend des initiatives, elle a du courage et de la compassion, et en même temps elle a besoin d'être rassurée, elle est forte et fragile à la fois, on sent qu'elle va être une véritable résistante. D'ailleurs justement la résistance, on va y revenir dans cet épisode parce qu'il y a un passage très important. Mais vraiment, cette petite actrice est super dans le rôle de la jeune Leia. Et ça nous confirme donc que toute la promotion de la série était un faux semblant, où on avait misé sur Luke, sur Tatooine, mais en réalité, la série va se concentrer sur Leia. Et c'est une très bonne chose. Et en plus, ils ont réussi à garder ça secret à l'ère des leaks, où tout leak avant même de sortir. Là, c'est une véritable surprise qu'on se concentre autant sur un personnage qui n'était même pas dans les bandes annonces. Donc, on va avoir son petit périple, puisqu'ils avaient pris un avion cargo à la fin de l'épisode 2. Ils vont arriver sur la planète Mapuzo, que je ne connaissais pas, ou il me semble qu'on n'a pas vu dans les films en live action, alors à moins que je me trompe, mais il me semble qu'on l'a pas vu, donc je connaissais pas du tout. Très intéressant d'apprendre que cette planète était verdoyante avant l'Empire, maintenant c'est une planète désertique. On va avoir
cette espèce de taxi qui est conduit par Freck, un humanoïde, enfin d'une autre espèce. Freck, donc, qui est clairement, qui lui collabore avec l'Empire. Et j'ai réalisé dans cet épisode vraiment, bon, je le savais déjà, mais ça fait vraiment penser au régime nazi avec des gens qui collaborent. Il n'hésite pas à faire de la délation, il n'hésite pas à avertir les Stormtroopers d'aller vérifier l'identité de Obi-Wan et de Leia, qui se font passer pour un père et sa fille venus sur la planète. Ordum et Luma, ils se font appeler. Donc le Freck, là, le conducteur de transport, n'hésite pas à dire aux Stormtroopers de vérifier leur identité. Lui, il est clairement acquis à la cause de l'Empire. Il est pour l'ordre de l'Empire. Donc ça fait clairement penser au régime nazi avec les gens qui collaboraient, qui étaient contents de voir l'ordre et les sanctions de la part des SS. C'est clairement montré dans cet épisode-là. Donc j'ai beaucoup apprécié cette comparaison qui ne dit pas son nom mais qui est clairement visible. On sent le danger à tout moment. On sent que Obi-Wan, on le sent apeuré dans cet épisode et il a raison parce que ce qui va se passer dans la deuxième partie de l'épisode, il a bien raison d'être apeuré. Donc il y a de la tension et puis on a ce personnage joué par Indira Varma. Alors Indira Varma, pour ceux qui connaissaient pas, on l'avait vu bien évidemment dans Game of Thrones où elle faisait la femme, l'amante de Pedro Pascal. Alors je me souviens plus du tout les noms, mais Pedro Pascal c'était Oberyn Martell et elle c'était... Non, ouais c'est ça, c'était Oberyn. Et elle, je me souviens plus, mais elle apparaît jusqu'à la fin de la série, jusque dans la saison 8. Indira Varma, excellente actrice, qui a joué aussi dans la série Luther, avec Idris Elba. Donc ici, elle fait une rebelle, qui ne dit pas encore son nom, hein, on ne parle pas encore des rebelles de l'Empire, mais elle fait une rebelle qui est infiltrée parmi l'Empire, elle est déguisée comme un commandant de l'Empire. Elle délivre Obi-Wan Kenobi et elle va l'amener dans une planque, dans le village qui est à côté. Elle va l'amener dans une planque et là, elle va le faire passer en douce pour aller vers un autre cargo qui le fera quitter la planète. Et là, dans cette pièce, elle va lui raconter qu'elle a fait passer pas mal de Jedi et d'autres personnes sensibles à la Force. Et ça va faire plaisir parce qu'il y a une référence à Quinlan. Quinlan, donc je suppose que c'est Quinlan Vos, je ne vois pas d'autres Jedi qui s'appelleraient Quinlan, et Quinlan Vos, on en parle beaucoup dans l'univers Star Wars, alors ça va faire plaisir aux gens qui connaissent bien. Ça renvoie à Asajj Ventress, ça renvoie au conte Dooku, ça renvoie à ce qui se passe dans l'épisode 2 et 3, la guerre des clones, ça renvoie à plein de choses de la prélogie qu'on n'a pas forcément vu au cinéma, que les connaisseurs, moi je ne suis pas un connaisseur en dehors des films, je n'ai pas vu les séries d'animation, je connais les films par cœur, mais voilà, je ne connais pas ni l'univers attendu, ni Clone Wars, ni Rebels, je n'ai regardé que la première saison de Clone Wars, donc je pourrais pas vous en dire plus, et je n'ai pas lu les comics, je crois que je dois avoir 4 ou 5 comics Star Wars, mais ça va faire plaisir parce que justement on commence à étoffer l'univers. Quinlan Vos d'ailleurs, on ne savait pas vraiment ce qu'il était devenu, on sait donc qu'il est en vie et que il a reçu de l'aide de la part de ces rebelles pour s'enfuir de l'Empire et se cacher. Où est-ce qu'ils sont allés? Dans les régions de la bordure extérieure, peu importe. Mais voilà, ça fait plaisir. Obi-Wan n'est pas le seul Jedi en vie. Et donc on comprend que l'Ordre 66, ils ne se sont pas tous fait purger. Donc il est fort probable que dans les séries qui se passeront après la trilogie originale, c'est-à-dire après l'épisode 6, le retour du Jedi, il est fort probable qu'on revoie d'autres Jedi. On sait que dans la série Ahsoka Tano, qui se passera donc à peu près en même temps, voire après The Mandalorian, on sait qu'on va voir notamment Ezra Bridger. Alors c'est encore en rumeur, mais on attend juste la confirmation de l'acteur, et on en aura d'autres. Ça fait plaisir.
Donc tous les Jedi de la République galactique, du temps de la République galactique, tous les Jedi ne sont pas morts. Donc il y a de quoi faire, et même des Jedi qui sont connus. Donc il fait échapper la petite Leia, et donc c'est Tala, je crois qu'elle s'appelle Tala, donc Indira Varma fait échapper la petite Leia, et Obi-Wan reste sur place parce qu'il y a Vador qui a été prévenu par les Inquisiteurs. Vador qui débarque dans ce petit village. Et alors là, on arrive au meilleur de l'épisode. Il me reste une chose à dire sur Obi-Wan Kenobi. Avant ça, c'est que Obi-Wan Kenobi raconte ses souvenirs à la petite Leia lorsqu'ils sont dans le désert en train de marcher. Il lui raconte ses souvenirs, et puis il lui parle... il parle de sa mère, il parle de Padmé sans la nommer, et Leia, elle comprend qu'il parle de sa mère, et elle comprend qu'il a connu sa mère. Ça, cet épisode est touchant. On nous avait déjà fait le coup dans l'épisode précédent, lorsqu'il lui disait qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère, enfin, quelqu'un qu'il avait connu. Elle, très touchante aussi, elle espère secrètement que c'est son vrai père, donc on sent qu'elle est aussi à la recherche de son père biologique, hein, donc elle ne sait pas que c'est Anakin Skywalker Darth Vador, donc elle se pose des questions sur ses vrais parents, et il lui raconte, il lui dit qu'il a été à sa place, et il lui raconte un petit peu son enfance avant qu'il soit récupéré par les Jedi, et notamment de sa mère et de son père, les vagues souvenirs qu'il a, et de son frère. Donc on apprend que Obi-Wan Kenobi avait un frère. Est-ce qu'il aura une importance dans l'univers Star Wars, sachant qu'on n'en entend pas parler dans les films, et que de toute façon, à partir de l'épisode 4, Obi-Wan Kenobi, voilà, on sait ce qui arrive dans épisode 4, et 5 et 6. Est-ce que durant ces années, avant donc d'arriver à l'épisode 4, est-ce qu'il va rencontrer son frère? Est-ce qu'on va rencontrer son frère dans la série? Est-ce qu'on rencontrera le frère de Obi-Wan Kenobi un jour? En tout cas, voilà, on a cette information, il a un petit frère. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et donc Obi-Wan Kenobi décide de rester en faisant échapper la petite Leia. Et là il y a Dark Vador qui débarque. Alors déjà Dark Vador, on a cette scène d'introduction de l'épisode où on le voit dans la cuve de Bacta. Il me semble que c'est dans une cuve, la cuve de régénération, là où il est à chaque fois. On le voit avec l'armure, ça renvoie à la revanche des Sith, hein, quand l'armure lui est posée pour la première fois, à la fin de la revanche des Sith. Et là rien que ce passage-là, avec la respiration, on le voit, les membres articulés, la main artificielle, le plastron, le casque, la respiration, là on est totalement dans la fidélité absolue de la fin de la revanche des Sith. C'est un régal. Et puis, c'est James Earl Jones qui reprend la voix. Alors, on s'en doutait bien, mais ça fait tellement plaisir d'entendre la voix de James Earl Jones. C'est pour ça que je vous conseille aussi de le regarder en VOST, parce que la voix de James Earl Jones en VOST est encore meilleure qu'en français. Mais donc dans ce village débarque Dark Vador, et là il est vénère, et là il est très très énervé. Dark Vador, il est impitoyable, on ressent vraiment le Dark Vador méchant, quoi. On prend conscience à quel point il est impitoyable, et il attrape des gens avec le côté obscur de la force, il leur brise la nuque. C'est limite s'ils les démembrent pas, bon, ils peuvent pas faire ça parce que ça reste tout public, mais voilà, quand on voit Stranger Things, ce qui se passe dans Stranger Things, il est capable de faire des trucs comme ça, c'est-à-dire de désarticuler des gens, de les démembrer. On sent que le mec est bien vénère quand même, hein, et puis il ressent la présence de Obi-Wan Kenobi. Et là, les deux vont se rencontrer dans le désert, près de la ville, et là, mais Obi-Wan Kenobi, mais il va se faire démonter, ça fait du mal, ça fait de la peine à voir, parce qu'on l'avait quitté, il dominait totalement Anakin Skywalker, il avait clairement la supériorité, et là c'est Dark Vador, mais ce dialogue, je suis ce que tu as fait de moi, I am what you made to me, I am what you made, voilà, en anglais il lui dit je suis ce que tu as fait de moi. Autrement dit, voilà, il n'est plus que haine, rancœur, vengeance et douleur. Et tu sens qu'il est implacable. Il avance, sabre dégainé, sabre laser rouge dégainé dans le désert. On sent qu'il peut être n'importe où derrière Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, tu sens que le mec il flippe, il est
il est pas serein, ça se voit sur le visage d'Evan McGregor, et puis il y a un combat, il y a le combat entre Obi-Wan et Dark Vador, et Obi-Wan qui se fait démonter, et Dark Vador qui répand une espèce de substance, de minerai, qui met le feu, et qui commence à se saisir avec le côté obscur de la force, à se saisir de Obi-Wan, et il essaye de le jeter, et il le met dans le feu pour le faire brûler, pour que Obi-Wan souffre comme lui a souffert sur les rives de Mustafar à la fin de l'épisode 3 lorsqu'il a brûlé. Et là tu sens qu'il est sans pitié, tu sens que Obi-Wan il fait pas le poids, mais vraiment c'est impressionnant. Mais en même temps, il y en a certains qui vont dire qu'est-ce que c'est que ça, ils ne se sont pas rencontrés entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Alors pour moi, il n'y a aucune incohérence, ils peuvent se rencontrer, il n'y a pas de problème. C'est pas pour autant que c'est incohérent avec le dialogue que prononçait Obi-Wan dans l'Étoile de la Mort dans l'épisode 4, et Dark Vador qui lui disait « Avant j'étais l'élève et vous le maître, maintenant je suis le maître ». Pour moi c'est absolument pas incohérent, tout simplement parce que il se sent peut-être encore l'élève de Obi-Wan Kenobi, et il n'a pas encore fait cette rupture de lien entre lui et Obi-Wan Kenobi. Il commence vraiment à avoir la supériorité, là il a la supériorité, mais il n'est pas totalement affranchi. Obi-Wan est constamment dans ses pensées, donc peut-être qu'il y a que ce sentiment de tant que je ne l'ai pas tué, je me sens toujours l'élève, et je veux prendre ma revanche sur le maître. Donc pour moi c'est absolument pas incohérent. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que Obi-Wan, il crame au niveau du bras, alors pas au niveau du visage, mais au niveau du bras, il est bien amoché. Justement, Indira Varma revient sur ses pas, elle laisse Leia sur, justement, le conseil de la petite, elle la laisse dans le tunnel d'évacuation des rebelles pour aller aider Obi-Wan. Elle arrive justement avec son blaster à faire en sorte que à mettre une distance entre lui et Vador, et avec son robot, avec son droïde, elle arrive à évacuer Obi-Wan, mais Obi-Wan il est grièvement blessé. Du coup, ça on le voit pas, on voit pas de séquelles physiques sur Obi-Wan Kenobi dans la Guerre des Étoiles, le Nouvel Espoir, l'épisode 4. C'est vrai que à aucun moment on l'a vu avec les épaules dénudées, donc on ne sait pas si en dessous de sa cape il avait des brûlures, et il ne nous en est pas fait mention non plus. Donc certains crieront à l'incohérence, moi pas du tout, au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est cohérent dans sa vengeance, il veut le faire brûler comme lui a brûlé à cause de Obi-Wan Kenobi, et on sent qu'ils vont se retrouver de nouveau, puisque là, Dark Vador le laisse partir, on sent que Dark Vador il n'a pas envie absolument il pourrait dépêcher plus de monde, il pourrait sacrifier des Stormtroopers à travers le feu, il pourrait même balayer le feu avec sa force, mais on sent qu'il n'est pas pressé, qu'il veut jouer avec sa proie, un petit peu comme un chasseur qui veut jouer avec sa proie. Donc ils seront amenés à se retrouver dans les 3 prochains épisodes, pour moi c'est une certitude. Et donc c'est comme ça que se termine l'épisode, un très bon épisode, c'est épique. Le combat Obi-Wan contre Dark Vador, beaucoup de cohérence dans l'esprit, des clins d'œil au reste de l'univers Star Wars, à la prélogie, et puis voilà, Hayden Christensen qui en impose par son charisme, par son allure, ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir, et de me dire qu'il a été tellement critiqué, ça me fait tellement de peine, parce que voilà, Hayden Christensen c'était vraiment un excellent interprète pour Dark Vador et Anakin Skywalker, en tout cas au moins dans l'épisode 3. Et là, c'est bien que la série lui rende justice, c'est bien que la série remette en avant Hayden Christensen, parce qu'on n'a pas fait mieux en tant que Dark Vador. Donc ça, voilà, ça fait très très plaisir. Disney sont capables du meilleur comme du pire. Le meilleur, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian. Le pire, la postlogie. Donc, écoutez, qui aurait pu dire en 2015 et 2017, quand l'épisode 7 et 8 sont sortis, et que pour l'immense majorité on a été déçus, qui aurait pu dire qu'on arriverait quand même à se réconcilier avec l'univers Star Wars grâce à ces séries sur Disney+.
Je suis très content et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres séries. Et donc, comme je vous disais, Obi-Wan Kenobi a été présenté comme une mini-série. Alors, faut jamais croire sur parole des producteurs, des studios. Faut jamais les croire sur parole, ni les showrunners. Peut-être que ça n'est que la première saison. Peut-être qu'il y aura une deuxième saison. C'est pas sûr. Pour l'instant, c'est une mini-série. Donc, normalement, il n'y a que 6 épisodes. Est-ce qu'ils arriveront à raconter tout ce qu'ils veulent raconter en 6 épisodes? Ou est-ce qu'au final, ils vont nous faire un cliffhanger en nous disant il y aura encore d'autres épisodes, il y aura encore une deuxième saison? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je pense pas, mais c'est pas impossible. Il faut jamais croire sur parole des producteurs parce qu'ils veulent toujours garder le secret à l'ère où on essaye d'éviter les spoils. Aujourd'hui, on présente certaines séries comme des mini-séries, alors que parfois on fait des saisons 2. Donc, on va voir s'ils arrivent à gérer tout avec les 3 prochains épisodes, ou bien s'il y aura une autre saison, ou s'il y aura une autre série qui fera la continuité, parce qu'il y a quand même énormément de choses à raconter. Il y a énormément de choses à raconter. Rien qu'avec toutes les infos qu'on a eues sur ces 3 premiers épisodes, il y a beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve donc mercredi prochain pour l'épisode 4. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.